Incapable! Bon à rien! T'entends ce que je te dis? T'es qu'un bon à rien. Que ressentiriez-vous si c'était l'un de vos managers qui vous parlait ainsi? Ou pire que ça, que ressentiriez-vous si c'était l'un de vos proches qui parlait ainsi de votre enfant? Moi, ces mots, je les ai entendus pendant toute mon enfance. Ils étaient prononcés par mon beau-père. Et mon beau-père, c'est l'homme qui a pris la place de mon père un jour quand j'avais 5 ans. Et voilà comment ça s'est passé. J'étais en train de jouer dans ma chambre, quand soudain ma mère elle m'appelle. Eric, viens me rejoindre dans la cuisine. Je me souviens, je pose mon jouet, je suis content, je me dis ma mère m'a fait des crêpes, j'adore les crêpes. Je sors de ma chambre, je longe le couloir, je me poste devant la porte de la cuisine, et là où habituellement est assis mon père, est assis un autre homme. Et ma mère me dit, Eric, mon chéri, je te présente ton nouveau papa. Dorénavant, c'est lui qui va avoir en charge ton éducation. Et quand elle me dit ça avec le sourire. C'est les yeux de l'amour, donc moi je ne m'inquiète pas. Et ce que je vais apprendre rapidement plus tard, c'est qu'en fait cet homme était violent, et que régulièrement, ma mère, mon frère et moi étions frappés. Et cet homme, il avait une particularité, c'est que quand il le faisait pas avec la main, il le faisait pas avec sa ceinture, il le faisait avec ça, une paire de chaussons. Et il le faisait au niveau des oreilles, histoire de me faire rentrer dans le crâne que j'étais cet incapable, bon à rien. Ça va revenir plusieurs fois dans la conférence comme ça. Et vous savez, quand vous avez 5 ans, 7 ans, 8 ans, quand vous avez une autorité parentale qui est censée être une autorité saine, qui vous dit ce genre de choses, vous finissez par le croire. Jusqu'en 1988, où j'ai 14 ans, et dans cette classe, je suis en 3e, je suis un garçon timide, introverti, je suis tellement timide qu'il suffit qu'on m'appelle par mon prénom, Eric, pour que j'ai le cœur qui se mette à battre et je me demande ce qu'on veut. Et en 1988, je m'en souviens dans cette classe-là, parce que j'étais très amoureux d'une fille. Elle s'appelait Honorine Dupuis. Elle n'est pas là? Un jour, je suis sûr, c'est moi. Bref. Non, cette fille était très belle, telle que je m'en souviens. Elle avait des yeux verts, elle avait des longs cheveux. C'était la première de la classe. Et moi, j'étais fou d'elle. Sauf qu'évidemment, j'étais incapable d'aller lui parler. Mais le soir, quand je rentrais chez moi, je faisais qu'une chose quand je m'endormais, c'est que je rêvais d'elle. Je rêvais d'aventures folles. J'étais Indiana Jones, je montais des rhinocéros, je traversais la jungle, je chassais le diamant vert. Puis à chaque fois, je la prenais dans mes bras, je l'embrassais, je faisais des rêves de fou. Mais le lendemain matin, quand j'arrivais au collège, on se parlait pas en fait, je crois que même qu'elle savait pas que j'existais en fait. Et puis dans cette classe de 3e, nos professeurs nous annoncent une super nouvelle. On doit partir en voyage 2 jours en car. Et là je me dis, Eric, tu profites de ce moment-là pour essayer de... Hier je donnais une conférence et on m'a dit de la pécho. Tu vas essayer de la pécho. C'est pas beau, mais c'est comme ça. Et donc, en tout cas, c'est vrai que j'en avais très envie. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'en fait, en vérité, je pourrais pas le faire en restant Éric Chabot. J'en serais incapable. Je serais bon à rien. Donc, j'ai une merveilleuse idée, me dire, je vais me challenger, et je vais dire, qu'est-ce qui m'empêche d'être une autre personne? Et à cette époque-là, j'ai 2 idoles, Richard Gere et Alec Baldwin. Je me dis, c'est simple, je vais faire Eric Gere Baldwin. C'est pas cool de rigoler là, normalement. Je peux le prendre très mal. Et donc, en fait, je me dis, je change mes comportements, je change mon attitude. C'est à tel point que je suis moins timide. Je suis capable de demander à mes copains de jouer au foot avec eux dans la cour de récréation. Et quand je joue au foot avec eux, je suis capable de demander le ballon, parce que quand je jouais au foot, je voulais jamais avoir le ballon, j'avais peur de faire une connerie. Et puis, le jour J arrive. Et là, donc, j'arrive devant le collège, il y a 2 cars qui sont garés devant, et puis intelligemment... J'attends de savoir dans lequel Honorine va monter. Et vous voulez savoir ce qui s'est passé après? Non? Je monte dans le car, et comme je suis Éric Gere Baldwin, je me mets au fond du car. Et puis, je suis là et je me dis, à un moment donné, Éric Gere Baldwin, il va falloir qu'il agisse. Et je ne veux pas perdre de temps, ça dure que 2 jours. Donc si je veux aller lui parler, il faut que je le fasse maintenant. Et plusieurs fois, je veux y aller, puis j'ai le cœur qui bat la chamade, et puis je commence à me lever, le car il accélère, je retombe sur mon siège. À un moment donné, je me dis, vas-y mon gars, fonce.
Et là, ce que je fais, je me lève. On va dire que l'allée du car, elle est comme ça. Honorine était devant, comme d'habitude. Et je m'avance près d'elle. Et là, je fais la pire chose que j'ai jamais fait de ma vie, en fait, en vérité. Il y a un truc qui me traverse la tête, c'est que je relève la tête et je gueule tout fort dans le car. Est-ce qu'une fille est amoureuse de moi? Éric Baldwin. Et à ce moment-là, le silence se fait dans le car. Tous les regards se tournent vers moi, mes camarades, les professeurs, et puis il y a le chauffeur du car qui est comme ça, il fait, il est fou ce gars. Et je me souviens parce que c'est au moment où je croise le regard du chauffeur que en fait Éric Baldwin il s'en va. Et là je me retrouve dans la peau de cette chèvre. Éric Chabot, tout seul au milieu de son car, avec tout le monde qui me regarde. Et là, pour vous avouer, j'ai qu'une envie, c'est de retourner m'asseoir en fait. Je sais pas du tout ce que je fous là, je suis tout rouge. Et au moment où je décide de me rasseoir, il y a Honorine qui lève sa main et qui me dit « Oui, moi ». Oh, merci. Et là, j'ai tout, quoi. J'ai tout, elle est là, elle est juste à côté de moi. Il y a juste, en fait, le chauffeur du car, j'imagine qu'il aurait pu mettre un tube de George Michael, vous savez, sur les vieilles cassettes, il y en a qui ne doivent pas connaître ici, mais les cassettes à bande, dans le hop, George Michael, et puis moi, j'approche d'elle, je lui cours vers elle en slow motion, puis je la prends dans mes bras, je l'embrasse, puis tout le monde applaudit dans le car. C'est vrai, c'est ça un rêve, c'est ça une réalité. Mais en fait, à ce moment-là, je me rattache à une seule chose. C'est ce que mon beau-père m'a dit pendant toute mon enfance. Incapable! Bon à rien! Et une fille comme elle, j'étais tellement amoureux d'elle qu'elle ne pouvait pas mériter un incapable et un bon à rien. Donc ce jour-là, j'ai pris la décision la plus lâche de toute ma vie. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, je fais comme si je ne l'avais pas entendu, et je suis retourné m'asseoir. Ça était fini de moi, j'ai été ridicule pour toute ma vie. Je suis jamais sorti avec elle, mes camarades se sont foutus de moi pendant les 2 jours. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? On a tous plus ou moins vécu ce style de situation. Mais ce que j'ai compris, moi, de cette situation, c'est que parce qu'on m'avait frappé, on m'avait humilié, j'avais perdu toute estime de moi. Et que l'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde. Sans estime de soi, on a une mauvaise image de soi. On n'a pas d'amour, on ne s'aime pas quand on n'a pas d'estime pour soi. Et surtout, on n'a pas confiance en soi. Et que sans confiance, on ne peut pas atteindre ses objectifs. Et puis on peut encore moins aller vers la destination de ses rêves. Je vais vous partager une autre croyance que j'ai vécue quand j'étais au Canada. Je travaillais pour un groupe français. Et la particularité au Canada, c'est qu'on finit à 17h, on finit tôt en fait, même quand on est cadre. Par contre, on a peu de temps pour manger le midi et souvent on mange de la junk food, donc on a des food trucks. Et en bas de l'immeuble dans lequel je travaillais, il y en avait un qui s'appelait Giovanni, c'était un Italien, il faisait des super pizzas. Et puis Giovanni il m'a donné une grande claque dans la... Il a revu tout mon système de pensée au niveau du commerce et au niveau de la vente. Le problème de Giovanni, c'est qu'il avait une file d'attente qui était hyper importante du fait que ses pizzas étaient bonnes. Et souvent, on se focalise sur la file d'attente et on est découragé, et puis on allait voir les autres, on allait voir l'Indien, le Chinois, etc. Et une fois, j'arrive pour payer ma pizza. Et au moment où je paye ma pizza, Giovanni, il me dit non, je prends pas l'argent tu la mets dans une urne qui est à côté, et puis tu te payes tout seul en fait. Donc j'étais avec mes $3, je dis mais tu veux pas regarder que je te donne vraiment $3? Il dit non, il dit, tu mets dedans, tu te payes. Ok, je suis assez surpris, je prends ma part de pizza, je mets l'argent dans la boîte, je retourne travailler, et le soir, je retourne le voir. Je dis Giovanni, arrête, j'ai fait une grande école de commerce, tu vas planter ton business, c'est sûr et certain. Il me dit, Eric, il me dit non, il me dit, ça fait 2 semaines que je fais ça, depuis 2 semaines, j'ai augmenté ma marge sur ma pizza de 10%. Ok? Je lui dis, pourquoi? Il me dit, bah, parce que je fais confiance à mes clients, ils mettent des tips, les tips c'est les pourboires, plus importants. Ok. Et il me dit, Eric, mais c'est pas tout, hein, je vais encore t'apprendre autre chose. Ok, apprends-moi autre chose. Il me dit, depuis que j'ai mis ça en place, en fait, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 20%. Il me fait, tu sais-tu pourquoi? Et j'ai dit non. Il me dit, bah, tu te souviens de ce que je faisais pendant que tu te payais? Bah, tu faisais rien, enfin, tu servais tes clients, quoi. Il me dit, bah, c'est ça, en fait, je servais mes clients. Plutôt que de compter tes pièces, et puis de regarder que tu m'as bien donné l'argent, puis de recompter les miennes pour savoir combien je dois te rendre, je servais mes clients.
Je faisais plus de clients, je vendais plus de pizzas, je faisais plus de chiffre d'affaires. Ce jour-là, j'ai pris 2 leçons que j'ai traduites dans une équation qui est la suivante. Quand vous élevez le niveau de confiance, vous augmentez la vitesse à laquelle vous obtenez vos objectifs. Tout va plus vite. Aujourd'hui, on est dans une économie où c'est plus les gros qui battent les petits, c'est ceux qui sont rapides, ceux qui sont agiles qui battent les plus lents. On est rentré dans la 4e révolution industrielle, c'est pas moi qui le dis, c'est Davos. En fait, tout change aujourd'hui. Les métiers d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes de ceux de demain. Il faut s'adapter. On rentre dans l'ère digitale, les choses vont beaucoup plus vite. On est dans une volatilité économique, même juridique. Les lois changent souvent. Et aujourd'hui, ceux qui s'adaptent le plus vite, c'est ceux qui iront le plus loin. La confiance permet d'augmenter la vitesse. Et Giovanni, il avait une autre possibilité, c'était de faire appel à une vendeuse. Une vendeuse, il aurait payé 7 $ canadiens de l'heure, il aurait augmenté ses charges. Le fait de faire confiance a réduit les coûts de sa petite organisation. Et l'inverse est exactement vrai. Au plus vous diminuez la confiance, donc vous augmentez la méfiance et la défiance, au plus vous diminuez la vitesse à laquelle vous allez pouvoir obtenir les choses. Regardez comme c'est compliqué de communiquer avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas confiance. On ne va pas lui dire les choses. Okay, on ne va pas lui dire les vraies choses. Et faire du business avec quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, c'est carrément impossible.